La manipulation rwandaise, l'hypocrisie de l'Occident et la tragédie congolaise. Une saga qui dure. Ah, le Congo, ce pays où la terre regorge des richesses, mais où l'histoire ressemble plus à une mauvaise série télé qu'à un conte de fées. Tout commence dans les années 90, une époque où la musique faisait danser, les pantalons taille haute régnaient en maître, et les Zaïre, sous le règne d'un Mobutu vieillissant, se faisaient libérer par des voisins visiblement inspirés par les méthodes d'un monopoly géopolitique. L'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, une coalition montée à la va-vite par le Rwanda, débarque sur le devant de la scène avec pour ambition affichée de sauver le Zaïre, actuellement la République démocratique du Congo. En réalité, c'était une start-up politique Made in Kigali, pilotée par un jeune officier rwandais de 29 ans, James Kabarebe, et son patron Paul Kagame, visiblement plus intéressé par le coltan et l'or que par la démocratie. Le casting est rapidement bouclé. Laurent Désiré Kabila est choisi pour jouer le rôle principal, bien qu'il semble excitant à porter la couronne. Mais quand tes alliés débarquent avec des tanks, tu dis rarement non. En octobre 1996, Kabila et sa bande franchissent les frontières zaïroises comme des terroristes en colonie de vacances, tandis que Mobutu se repose à Genève. Résultat, en quelques mois, le Zaïre devient la République démocratique du Congo et Kabila monte sur le trône. Problème, qui dit allié rwandais dit facture cachée. Kagame et Kabarebe veulent leur part du gâteau, c'est-à-dire tout. Or, Kabila faisait l'embrouille, commence à vouloir couper les ponts, mauvaise idée. Les Rwandais n'aiment pas qu'on annule leurs accords de partenariat, surtout quand des minerais sont encore à la portée de main. Et voilà, quand les intrigues commencent, assassinat, tension, trahison, la situation dégénère rapidement. Le peuple congolais, spectateur impuissant, regarde tout cela en se demandant si cette libération n'est pas finalement pire que l'ancienne dictature. Mais le plus tragique, c'est l'indifférence de la communauté internationale. Prenons l'exemple du M23. Cette rébellion, soi-disant congolaise, mais composée en grande partie des soldats rwandais. Kigali continue d'envoyer la RDC sous prétexte de sécuriser les frontières, mais en réalité, c'est une chasse au trésor moderne. Et l'Occident, dans tout ça, silencieux. Puis, il soutient indirectement le Rwanda, en fermant les yeux. Pourtant, lorsque Saddam Hussein avait envoyé le Koweït, une coalition internationale avait été montée en un clin d'œil. Et aujourd'hui, face à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les milliards peuvent pleuvoir pour défendre la souveraineté de Zelensky. Alors, pourquoi le Congo est-il traité différemment? Est-ce parce que les victimes sont africaines? Parce que le drame se déroule loin des projecteurs occidentaux? Félix Tshisekedi, président de la RDC, doit agir. Il est temps de couper les accords coloniaux avec des puissances qui maintiennent le Congo en état de dépendance. Il doit regarder ailleurs, vers la Chine, la Russie, l'Inde ou tout autre partenaire prêt à collaborer avec les clauses d'égalité. Le Congo n'a besoin ni de sauveurs autoproclamés, ni de voisins trop entreprenants. Ce que les Congolais veulent, c'est la paix et la souveraineté. Si des coalitions internationales peuvent être mobilisées pour d'autres nations, pourquoi pas pour ces géants africains humiliés depuis 3 décennies? Il est temps pour Félix Tshisekedi de marquer l'histoire et de redonner au Congo la place qu'il mérite. Si quelqu'un veut vous libérer, assurez-vous d'abord qu'il n'a pas une liste de courses dans votre maison. Quant à l'Occident, il serait peut-être temps de réviser ses priorités. La justice ne devrait pas avoir 2 poids, 2 mesures. Merci de nous avoir écoutés. Si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour en savoir plus.